écoutez, je crois que Karl Meus a mis le doigt sur la tension essentielle, qui est que, d'une part, l'opinion publique n'a jamais été aussi opposée à l'immigration dans son ampleur et sa nature contemporaine. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, il y en a maintenant à peu près une par mois sur le sujet. On a toujours entre 2 tiers et les 3 quarts des sondés qui estiment qu'il y a trop d'immigration, dont une moitié des électeurs PS, dont 2 tiers des électeurs du Bloc central. Mais dans le même temps, il n'y a jamais eu autant d'immigration en France que l'an dernier. Et ce qui est frappant, c'est que dans la hausse spécifique de l'an dernier, qui s'inscrit dans une hausse plus globale, 384 000 titres de séjour, c'est 3 fois plus que le nombre annuel qu'on donnait à la fin des années 90, mais sur un an, c'est seulement 11% de plus. Cette hausse sur un an, elle est portée par le type d'immigration que personne ne pilote vraiment, en vérité, qui est le droit d'asile. L'essentiel de la hausse de ces titres de séjour, ce sont les titres pour droit d'asile, qui ont augmenté de 70%. Et l'enjeu, c'est que c'est très clairement le type d'immigration qui est le moins directement lié aux besoins potentiels de la société française, aux besoins de l'économie, qui pose aussi le plus d'enjeux d'intégration. On voit par exemple que c'est parce que ce droit d'asile a été si important que pour la première fois, les Afghans ont été l'an dernier la 4e nationalité bénéficiaire des titres de séjour en France. Donc tout ça s'entremêle, en vérité. C'est un niveau constaté au long cours. Ça peut être comparé à des moyennes, par exemple. Parce que la situation par rapport au début des années 90, ça a changé quand même en France. Oui, alors l'accélération migratoire, on ne la voit pas seulement en France, ça c'est certain. On la voit dans toute l'Europe, on la voit notamment en France. J'y reviens, le nombre de titres de séjour dont on parle, c'est un triplement en 25 ans. L'immigration clandestine, on la mesure mal et elle n'est pas dans ces chiffres globalement. Mais si on se fonde sur le nombre de bénéficiaires de l'AME, qu'on utilise souvent pour apprécier la population l'aide médicale d'État, absolument, qui est réservée aux étrangers en situation régulière, ce nombre a triplé en 20 ans, ce qui atteste de la dynamique globale de l'immigration clandestine. Sur certains canaux, c'est particulièrement marqué. Les bénéficiaires de l'asile, aujourd'hui, c'est un nombre d'étrangers sur le territoire qui a triplé en 10 ans, 700 000 personnes. Et donc, quand je dis que ça n'a rien de normal, c'est qu'on a parfois une tentation, et je l'ai un peu entendu dans le début de notre conversation, à naturaliser les phénomènes migratoires, comme si l'immigration n'était pas un sujet politique qu'on pouvait discuter politiquement et sur lequel les politiques ont des effets. Considérer que la politique ne peut pas jouer et qu'il y a une fatalité. C'est un peu ce que vous avez dit. Alors que dans le cadre européen, avec des normes communes, la Convention européenne des droits de l'homme, les traités sur l'asile, on a des politiques différentes qui produisent des résultats différents. Pour parler d'un pays, en l'occurrence social-démocrate, qui est le Danemark, en une décennie, le nombre de demandes d'asile reçues au Danemark a baissé de 85%, alors qu'il augmentait de 120% en France. Parce qu'ils ont durci les critères. C'est ça. Et est-ce qu'ils ont eu raison de le faire? C'est un sujet politique, on peut en discuter. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont visé une réduction drastique des demandes d'asile, et ils y sont parvenus. Alors... 3 choses. D'abord, on évoquait à l'instant les Afghans et l'image d'Épinal de migrants en guenille. C'est vous qui parliez des Afghans. Les Afghans, ça n'est pas une image d'Épinal. Les Afghans étaient la 4e nationalité qui a obtenu des titres de séjour légaux en France l'an dernier par le droit d'asile. C'est une hausse de 45% en un an, c'est ce que nous dit le ministère de l'Intérieur. Les difficultés économiques et la pauvreté liées à l'immigration, c'est tracé par les données d'Eurostat. Pareil, le nombre d'Afghans au nombre d'étudiants. Le taux de pauvreté des étrangers extra-européens en France, il est de 50%. C'est 4 fois le taux de pauvreté des Français. Donc ça, c'est pas du fantasme, ce sont des statistiques. Sur l'immigration étudiante, parce que c'est effectivement un point important, depuis 2022, c'est en effet devenu le premier motif d'octroi des titres de séjour. Alors là, pour le coup... Parce qu'il y a une stratégie... Oui, ça relève vraiment d'une volonté politique. C'est-à-dire que depuis 2019, il y a une stratégie qui s'appelle Bienvenue en France, avec un objectif qui est d'avoir 500 000 étudiants étrangers en 2027. Donc ça explique qu'en 10 ans, le nombre de titres de séjour étudiants nouveaux qu'on accorde chaque année est augmenté de 70%. Fixer un objectif purement quantitatif, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on a les 2 tiers des étudiants étrangers qui viennent en France, qui ne valident pas leur licence en 3 ans. On a la moitié des aides sociales, des CROUS, qui vont à des étudiants étrangers simplement parce qu'on fixe des niveaux de revenus exigés pour arriver en France qui sont ridicules. C'est de l'ordre de 615 € par mois. Personne ne peut vivre avec 615 € par mois en étant étudiant, ni un Français, ni un étranger. Et puis enfin, le 3e point qui me paraît important, j'entends que le Danemark a effectivement négocié un opt-out sur l'espace de sécurité et de justice. Il est par ailleurs lié par les mêmes normes de la Convention européenne des droits de l'homme et le même droit international de l'asile. Donc ça ne change pas. Mais si vous voulez prendre l'exemple d'un pays qui n'a pas cet opt-out, qui est l'Allemagne, en 2015, l'Allemagne a été de très loin le principal réceptacle de la crise des migrants. Bien sûr, je pense que le nombre de nouvelles demandes d'asile en Allemagne, depuis, a été divisé par 2, alors qu'il a été multiplié par 2 en France. Pour le coup, la France et l'Allemagne sont l'an dernier quasiment à égalité en termes de demande d'asile, alors que l'Allemagne n'était pas loin de recevoir 10 fois plus de demandeurs d'asile que nous il y a 10 ans. Et pourquoi cette évolution de courbe croisée, finalement? C'est là aussi parce que l'Allemagne, notamment depuis 3 ans, a pris des mesures de désincitation de diverses natures et qui font que la France devient
pour citer Didier Lesky, le directeur de l'OFII, un pays de rebond, c'est-à-dire qu'un certain nombre de flux, notamment d'asile, qui auparavant se dirigeaient vers l'Allemagne ou vers la Scandinavie, se dirigent maintenant vers la France. Et j'en termine là-dessus, ça revient au regard de la nature des flux d'asile. On a 55% des réfugiés en France qui, à leur arrivée, n'ont aucun diplôme ou seulement un niveau brevet CEP. Ça revient à consolider une spécificité française qui est la très grande difficulté d'intégration sur le marché du travail. Si vous prenez tous les immigrés entrés en France en 2023, vous les retrouvez début 2024. Début 2024, vous en aviez à peine 1 sur 3 qui occupait un emploi. En fait, ça dépend des types d'immigration. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une politique proactive d'immigration économique dans un certain nombre de pays européens. L'Allemagne le fait largement. Ce qu'a fait l'Italie avec les 450 000 titres et visas dont vous parlez, c'est un objectif fixé sur 4 ans, dont une moitié de visas saisonniers, que par ailleurs ils ne sont pas parvenus à remplir. Ils sont très loin d'avoir accordé le nombre de titres qu'ils souhaitaient accorder. Après, aujourd'hui, dans le cadre français, l'immigration de travail, évidemment qualifiée sur des besoins précis, personne n'est contre. L'immigration de travail comme volume, avec une grande part de profils non qualifiés, ça ne correspond pas aux besoins de l'économie française. C'est oui, en gros, c'est une caricature, c'est oui aux médecins, non aux ouvriers. En vérité, je veux bien qu'on parle des médecins. Et les médecins étrangers. Non, mais je vais répondre. Les médecins formés à l'étranger, nés à l'étranger, étrangers. Évidemment, tout le monde aime les médecins étrangers comme tout le monde aime les médecins. Il n'en demeure pas moins que si vous prenez les masses, parce que les politiques se font sur des masses, aujourd'hui, vous avez plus de 40% des étrangers extra-européens en France en âge actif qui n'ont aucun diplôme ou seulement un niveau brevet CEP, c'est 20 points de plus que les Français. Tout ça, ça joue évidemment dans la faible intégration sur le marché du travail dont on parlait. Et il se trouve par ailleurs qu'il y a toujours en France, malgré la baisse du chômage ces dernières années, 2,5 millions de chômeurs, 2 millions de personnes dans le halo du chômage. Ça ne veut évidemment pas dire que tous sont immédiatement opérationnels pour le type de poste dont on a besoin, mais en vérité, ça implique sans doute de d'abord piocher dans ce vivier-là, dans lequel il y a déjà beaucoup d'immigrés qui vivent sur notre territoire national. On a 1,7 million d'immigrés qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni à la retraite. L'objectif des politiques publiques, ça doit être d'abord de s'adresser à ces profils-là, de les remettre sur le marché du travail, plutôt que d'entretenir les difficultés de long terme, finalement. Effectivement, les secteurs qui recourent beaucoup à l'immigration, on les connaît. Dans l'ordre, les employés de maison, la sécurité privée et le gardiennage, et les ouvriers du BTP. Ce sont évidemment des secteurs qui sont utiles. Donc, il n'en demeure pas moins que ce sont des secteurs abrités de la concurrence internationale, des secteurs à faible valeur ajoutée, des secteurs avec des postes, oui, globalement les employés. Le BTP, on peut ajouter l'agriculture, on peut ajouter l'accueil de soins. Et par ailleurs, c'est aussi typiquement le type de poste sur lesquels on peut réussir à former rapidement des gens dans le vivier des 4,5 millions de personnes qui sont soit au chômage, soit dans le vivier du chômage. Quand on lit la Cour des comptes lit simplement les chiffres qui sont affichés à cet instant même. Elle nous dit qu'on a aujourd'hui à peine la moitié des nouveaux titres de séjour accordés chaque année qui dépendent vraiment d'une décision du politique. Ce sont les titres étudiants et les titres professionnels. L'immigration familiale, elle va bien au-delà du champ d'une circulaire, elle va même bien au-delà du niveau de la loi, parce qu'elle est aujourd'hui protégée à tous les niveaux de notre ordre juridique, constitutionnel, européen, conventionnel. On peut trouver que c'est très bien, on peut juger que c'est problématique et vouloir réformer ce cadre. Même chose pour l'asile, mais en vérité, le fait que... Encore une fois, le pouvoir politique peut le faire. Si le pouvoir politique souhaite réformer la Constitution, réformer les traités européens, il peut évidemment le faire. Encore une fois, on va pas s'entendre, mais sur la Convention européenne des droits de l'homme, sur les limites que donne le droit constitutionnel, et le Conseil constitutionnel a une décision très importante que j'invite tout le monde à lire, qui est celle de 93, sur les limites qui sont données à la régularisation ou pas, elles sont très larges. La politique a sa place. Il faut arrêter de dire qu'on subit le pouvoir des juges. En 93, a précisément sanctuarisé au niveau constitutionnel la notion de regroupement familial qui est l'une des plus débattues politiquement. Aujourd'hui, si on veut réduire les flux de regroupement familial, si on souhaite le faire, on peut jouer sur des micro-paramètres, mais le principe même, il est par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État, par la Convention européenne des droits de l'homme, bien sûr, par la Cour de justice de l'Union européenne. Évidemment, tout ça, la volonté politique peut s'aborder, peut traiter ces questions-là, mais ça ne se fait ni par une loi, ni par une circulaire, et aujourd'hui, ça n'est pas à la main du politique.